Une maison respectable dans une ville de province, des parents qui ont travaillé dur pour offrir le meilleur à leurs enfants. Une vie de famille qui, de l'extérieur, semble sans histoire. C'est une image familière, presque un cliché rassurant de la vie en France. C'est l'image que renvoyaient les familles Iacono à Menton, Le Roux en Bretagne et d'Arras en Lorraine. Des familles comme des millions d'autres, protégées par les murs de leur foyer, le premier des refuges. Mais que se passe-t-il lorsque ce refuge devient une prison? Lorsque la plus grande menace ne vient pas d'un prédateur tapi dans l'ombre, mais de l'intérieur même du cocon familial. Lorsque les enfants, élevés dans ce qui semble être l'amour et la sécurité, deviennent les bourreaux de ceux qui leur ont donné la vie. Le parricide, un mot tabou qui renvoie à l'impensable, à la transgression ultime. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 3 affaires criminelles françaises qui ont brisé ce tabou et révélé la face la plus sombre de la nature humaine. Nous allons explorer la psychologie de ces fils devenus assassins, dont les mobiles vont de la cupidité la plus glaciale à une haine latente et destructrice. Ce sont des histoires qui nous forcent à nous demander, connaissons-nous vraiment ceux qui vivent sous notre toit? Partie 1. L'héritier pressé de la Côte d'Azur, l'affaire Mathieu Iacono. Notre première histoire nous amène à Menton, perle de la Côte d'Azur. C'est ici que Pascal et Brigitte Iacono, 57 et 56 ans, tiennent un petit hôtel, le Terminus. C'est le fruit d'une vie de travail acharné. Pascal, fils d'immigrés italiens, a gravi les échelons à la force de ses poignets. Brigitte, elle, est le cœur de l'établissement. Ils sont respectés, sans histoire, des commerçants appréciés de tous. Leur fils unique, Mathieu, âgé de 20 ans, vit toujours avec eux. Mathieu est ce qu'on pourrait appeler un Tanguy moderne. Il a arrêté ses études après un BEP en hôtellerie, mais ne semble pas pressé de trouver un travail stable. Il vit au rythme de ses envies, sorties, vêtements de marque, scooters, un train de vie confortable entièrement financé par des parents aimants mais peut-être trop indulgents. Pour ses amis, il est un jeune homme sociable, un peu vantard, qui aime donner l'image d'un futur héritier à la tête d'une petite fortune. Rien en apparence ne laisse présager l'horreur. Le 19 juillet 2011, en fin de matinée, le commissariat de Menton reçoit un appel paniqué. C'est Mathieu Iacono. Il dit avoir découvert ses parents sans vie dans leur appartement situé au-dessus de l'hôtel. Quand la police arrive, la scène est brutale. Pascal et Brigitte ont été abattus à bout portant pendant leur sommeil, avec un fusil de chasse. L'appartement a été sommairement fouillé, un coffre-fort vidé. La piste d'un cambriolage qui a mal tourné s'impose naturellement. Devant les caméras, Mathieu joue un rôle, celui du fils éploré, unique, survivant d'un drame barbare. Mais en coulisses, les enquêteurs de la police judiciaire de Nice, des professionnels aguerris, tiquent. Certains détails clochent. Le désordre de l'appartement semble superficiel, presque mis en scène. Le coffre-fort a été ouvert avec une clé et non forcée. Une clé que seuls les membres de la famille connaissaient. Et surtout, le comportement de Mathieu est étrange. Son chagrin paraît peu sincère. Il semble curieusement détaché, posant des questions très pratiques sur les assurances, l'héritage et la gestion de l'hôtel, alors que les corps de ses parents sont encore à la morgue. Il demande même s'il peut récupérer sa console de jeu dans l'appartement scellé par la police. Les enquêteurs décident de creuser. Ils examinent son cercle d'amis et s'intéressent à l'un d'eux, Michael, un jeune homme de 19 ans, plus jeune, plus influençable, qui travaille comme cuisinier. Son alibi pour la nuit du crime est fragile. Placé en garde à vue, soumis à la pression des questions précises des enquêteurs qui ont relevé des contradictions dans son récit, Michael s'effondre après plusieurs heures. Et sa confession est un coup de tonnerre qui va détruire la thèse du cambriolage. Il révèle un plan diabolique méticuleusement préparé. C'est Mathieu qui a tout orchestré. Depuis des mois, il se plaignait de ses parents. Il les trouvait trop autoritaires, trop présents, un frein à ses ambitions. Il voulait leur argent, leur hôtel et surtout liberté. Il a promis à Michael une part du butin, 50 000 € pour qu'il l'aide. Le plan était simple. Tuer, maquiller la scène en cambriolage et toucher l'héritage estimé à près d'1 million d'euros. Le soir du crime, c'est Michael qui a servi de chauffeur et de guetteur. Mais c'est bien Mathieu qui est monté dans la chambre de ses parents avec une arme et qui appréciait la détente. L'arme du crime, détail sordide, est le fusil de chasse de son propre grand-père, une arme qu'il est allé chercher spécialement pour l'occasion. Son mobile était aussi simple que glacial. La cupidité et une soif de vivre une vie de luxe facile,
sans les contraintes du travail. Lors de son procès, il tentera de minimiser son rôle, d'accabler son complice, mais les preuves matérielles et les témoignages sont accablants. En 2015, Mathieu Iacono est condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Le pacte fraternel meurtrier de Bretagne, l'affaire Leroux. Cette histoire d'un fils se sentant prisonnier et avide d'argent fait tragiquement écho à un autre drame familial, survenu un an plus tard, en 2012, dans un tout autre décor. Nous quittons la Côte d'Azur pour la Bretagne rurale, à la Vraie-Croix, un petit village du Morbihan. Dans une ferme isolée vivent Pascal et Célia Leroux, 47 et 45 ans. La vie à la ferme est rude, les journées sont longues. Avec eux vivent leurs deux fils, Dylan, 17 ans, et Loïc, 23 ans, né d'une première union de Célia. La dynamique familiale est complexe. Loïc, le demi-frère aîné, est décrit comme introverti, taciturne et entretient des relations difficiles avec son beau-père Pascal. Dylan, le cadet, est plus immature, passionné de mécanique et de quad. Le 18 octobre 2012, des proches, inquiets de ne pas avoir de nouvelles depuis plusieurs jours, se rendent à la ferme. Ils y découvrent le couple sans vie. Ils ont été abattus dans leur salon. La maison a été fouillée. Comme pour l'affaire Iacono, la première hypothèse est celle d'un cambriolage qui a mal tourné. Une piste plausible dans ces zones rurales parfois isolées. Les deux fils, qui se disent choqués, sont pris en charge par la famille. Mais très vite, le comportement des deux frères éveille les soupçons des gendarmes de la section de recherche de Rennes. Leurs récits de la soirée du drame sont confus et se contredisent. Surtout, leur deuil semble totalement absent. Quelques jours après le meurtre, Dylan, le cadet, est aperçu en ville au volant d'un quad flambant neuf faisant la fête avec des amis. Il semble libéré, presque euphorique. Les enquêteurs comprennent que la clé du mystère se trouve une nouvelle fois au sein de la famille. Ils décident d'une stratégie classique mais efficace, placer les deux frères en garde à vue et les interroger séparément. Le plus jeune Dylan craque le premier. Face aux incohérences de son récit, il finit par fondre en larmes et avouer. Il désigne son demi-frère aîné Loïc comme le cerveau de l'opération. Leur mobile est d'une banalité terrifiante. Ils ne supportaient plus l'autorité parentale, les corvées de la ferme, une vie qu'ils jugeaient sans avenir et sans saveur. Ils rêvaient d'une autre vie, une vie d'argent facile, de liberté. Loïc, le plus âgé, décrit comme manipulateur et dominant, a convaincu Dylan de sceller un pacte. Ensemble, ils ont planifié l'assassinat de leurs parents pour toucher l'héritage et les assurances vie. Ils ont attendu que leurs parents soient assis devant la télévision et Loïc a ouvert le feu avec une carabine 22 long rifle. Une alliance fraternelle scellée dans le sang pour un rêve futile de richesse et d'évasion. Lors de leur procès, ils seront décrits par les experts comme immatures et déconnectés de la réalité. Ils écoperont tous les deux de 20 ans de réclusion criminelle. Partie 3. La cohabitation macabre de Lorraine, l'affaire Olivier. Parfois, le mobile n'est ni un plan grandiose pour une vie de luxe, ni un pacte pour la liberté. C'est une accumulation de haine silencieuse, une incapacité pathologique à exister par soi-même. Notre dernière histoire, la plus étrange et la plus dérangeante, est celle d'Olivier Darra. Nous sommes en février 2011, à Gerbévillers, en Meurthe-et-Moselle. Les voisins de Lucien et Thérèse Darra, un couple de retraités sans histoire de 75 ans, s'inquiètent. On ne les a pas vus sortir depuis Noël. Leur fils, Olivier, âgé de 42 ans, vit toujours avec eux. C'est un homme solitaire, sans emploi stable malgré quelques formations, sans amis connus, qui n'a jamais vraiment quitté le cocon familial. Il est décrit comme un homme effacé, presque invisible. Aux questions insistantes des voisins, il répond évasivement que ses parents sont partis en vacances chez de la famille. L'excuse ne tient pas longtemps. Les gendarmes, alertés par la famille éloignée, décident d'intervenir. Ils se rendent sur place et trouvent Olivier seul et d'un calme déconcertant. La maison est impeccablement tenue, rangée, mais une odeur de putréfaction insoutenable flotte dans l'air. Pressé de questions, Olivier Darra ne se démente pas. Sans la moindre émotion apparente, il fait alors une confession qui va glacer le sang des gendarmes les plus aguerris. Il avoue avoir tué ses parents près de 2 mois plus tôt, le 30 décembre 2010. Le motif ?
une dispute banale qui a dégénéré. Son père lui reprochait ses dépenses et le menaçait de lui couper les vivres. Dans un accès de rage, Olivier l'a poignardé à de multiples reprises. Quand sa mère, alertée par le bruit, est intervenue, il l'a tuée elle aussi. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Après le double meurtre, il a enveloppé leurs corps dans des bâches en plastique et les a soigneusement dissimulés dans le garage derrière des meubles. Et pendant près de 60 jours, il a continué sa vie comme si de rien n'était. Il a méticuleusement nettoyé la maison pour effacer toute trace de sang. Il a fait les courses, regardé la télévision et utilisé les cartes de crédit et les chéquiers de ses parents pour ses dépenses quotidiennes, retirant de l'argent au distributeur comme si de rien n'était. Il a vécu avec les cadavres de ses parents sous son toit, répondant aux appels, mentant aux voisins. Pas de plan d'héritage, juste une explosion de violence suivie d'une gestion glaciale et macabre de la situation. Condamné à 30 ans de réclusion, Olivier Darras incarne la figure la plus troublante du fils parricide, celui dont la haine et la dépendance se sont mêlées jusqu'à l'absurde. L'illusion de la normalité. L'héritier pressé de la Côte d'Azur. Les frères unis dans un pacte meurtrier en Bretagne. Le fils dépendant consumé par une haine latente en Lorraine. 3 affaires, 3 régions de France, mais un même constat effroyable. Le danger le plus mortel venait de l'intérieur, de la personne dont on attend le moins la trahison. Ces histoires brisent l'image sacrée de la famille. Elles révèlent la faillite du lien familial et nous montrent que derrière les portes closes des maisons les plus ordinaires peuvent se cacher des secrets inavouables, des frustrations contenues et des tensions capables de mener à l'irréparable. Elles nous forcent à nous poser une question profondément dérangeante. Connaissons-nous vraiment ceux qui partagent notre sang et notre toit? Et jusqu'où peut mener le sentiment que tout nous est dû ou la colère que l'on n'ose pas exprimer? Une question qui, pour les familles Iacono, Leroux et Darras, a trouvé sa réponse dans la plus sanglante et la plus intime des tragédies.